Bonjour à tous et à tous, c'est ravi de vous retrouver ici. Et ravi aussi de retrouver Gaëlle Joyce, puisqu'on a eu l'occasion pour deux de ses précédents livres de nous retrouver dans des bibliothèques de Rennes. Peut-être que certains et surtout certaines d'entre vous étaient présents, ce qui me permet comme ça un peu de situer ce roman dont nous allons parler, Une longue impatience par rapport au précédent. Donc vous nous aviez emmené aux États-Unis dans les années 50 et dans les 9 derniers jours de l'activité du dernier gardien d'Ellis Island, qui est l'île qui a été la porte d'entrée des migrants. Vous nous aviez également emmené à la rencontre d'une traductrice qui découvrait dans un musée de Rouen une copie du tableau de Georges Delatour qui est intitulé Saint-Sébastien soigné par Irène. L'occasion de la raconter elle, mais aussi de raconter Georges Delatour dans sa Lorraine du XVIIe siècle. On quitte l'Amérique, mais pas tout à fait les années 50, puisque c'est le cadre de votre nouveau roman qui vient de sortir, Une longue impatience. Vous nous emmenez dans un village de Bretagne dans lequel une mère attend que son fils Louis, âgé de 16 ans, rentre à la maison. C'est un roman sur le temps, sur l'attente et son angoisse vécue et subie par cette femme. C'est aussi une histoire sur cette époque, puisque dans les années 50, la guerre et l'occupation qui vient de s'achever est encore présente dans les esprits et dans les parcours des gens, et ça on le retrouve notamment dans une seconde partie de votre roman. Mais la question du temps, Gaëlle Joyce, elle n'est pas nouvelle chez vous, alors c'est un peu la manière aussi de commencer cette rencontre, savoir comment est-ce que vous inscrivez ce roman parmi les précédents, et pourquoi est-ce que cette question du temps, donc de l'attente, du temps que l'on maîtrise ou que l'on subit, vous est si importante pour qu'on la retrouve sous une autre forme à nouveau ici. Bonjour tout d'abord, je suis ravie d'être là. Donc j'ai commencé hier soir en fait les premières rencontres. Donc c'était hier soir la première, aujourd'hui c'est la deuxième. Donc c'est encore tout nouveau. J'ai pas de discours de promotion ou de routine de rencontre avec ce livre, donc ça va être un propos un peu qui se cherche peut-être. Mais pour nous c'est bien meilleur. Un petit peu, donc voilà, m'en veuillez pas si la pensée quelquefois se construit un petit peu en marche. Puis je suis très contente d'être à Rennes puisque ce roman se passe en Bretagne. Et la Bretagne c'est un petit peu chez moi, voilà, comme mon nom l'indique. Donc je suis vraiment contente d'être là. Alors ce livre, oui, c'est l'histoire d'une attente, d'une femme qui attend. Je l'aurais bien appelé La femme qui attendait, mais Maclean m'a pris le titre il y a déjà quelques années. Donc c'est cette longue impatience, oui, c'est vrai que c'est un roman sur le temps, quand l'absence et l'attente dévorent la vie, et que finalement l'attente devient une sorte de présence, puisque toute la vie n'est faite que de l'attente du retour du Fils et de l'attente du bateau qui peut-être aujourd'hui, demain, après-demain va le ramener. Donc c'est vrai qu'en effet la notion du temps, j'y avais pas pensé comme ça, mais est très présente. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément... ce livre-là n'est pas né en tous les cas des précédents. Et je pense notamment au dernier gardien d'Ellis Island, où la question du temps, même si lui il avait une date de fin qui était ses 9 derniers jours, était présente. Elle, vous parlez du bateau, mais le bateau, on le sait tardivement dans le livre. D'abord, elle sait que son fils n'est pas rentré, mais elle n'en sait pas plus. Oui, alors, contrairement à pas mal de mes autres livres qui se sont construits autour qui sont partis d'un élément déclencheur fort, là, le déclencheur a été en fait beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé, beaucoup moins évident. Simplement le fait que j'avais envie, depuis assez longtemps, je tournais autour du sujet sans trouver la porte d'entrée, un petit peu le thème de la mer. Voilà, la mère. Exactement. De l'amour maternel, de cette espèce de lien charnel, irréductible, qu'on ne peut pas détruire malgré l'absence. Et puis de ce don absolu, en fait, qui est l'amour maternel. Bon, mais comme c'est quand même un sujet assez fort,
aussi impliquant sur un plan personnel. J'ai longuement quand même tourné autour, mais je trouvais que... Ah ouais, c'est mieux là. Mais je trouvais que c'est un sujet qui est à la fois personnel et universel, parce qu'on est tous et toutes touchés. Que ce soit en absence ou en présence, on est tous nés à un moment donné, forcément, d'une mère, même si on devient orphelin, même si on est sous X, la question de la mère se pose, voilà, qui nous a un jour déposé là, et que ce soit en absence ou en présence, qu'on ait une mère formidable ou une mère terrible, une mère indifférente, une mère aimante, je crois que c'est quand même un des liens primordiaux qui nous attachent à la vie, et qu'une bonne partie de, comment dire, un petit peu de l'intelligence du lien qu'on va nouer avec la vie, il se joue dans cette histoire-là. Pas que, mais c'est quand même assez déterminant. Donc voilà, je tournais autour de ça. Mais vous vous en doutez, il ne suffit pas d'avoir une idée ou une envie pour en faire un roman. Donc j'avais un petit peu l'impression d'être dans la forêt, dans la nuit, puis d'apercevoir au loin une maison éclairée, avec ses portes, ses fenêtres, et je me disais, ben, c'est là que je veux aller. Mais comment est-ce que je vais y arriver? Et la seule manière d'y arriver, ben, c'est que ce soit des personnages qui arrivent à venir, à se mettre en place, à nous prendre la main et à nous emmener vers ce but d'écriture, voilà, qu'on s'est fixé. Et peu à peu, voilà, il y a eu ce personnage, donc un petit peu de mère absolue, de mère tiraillée entre ses deux identités, à la fois celle de mère, celle de femme, et ce fils qui est parti sans rien dire. Et à partir du moment de ce départ, toute sa vie va être remodelée, redessinée par cette absence. On va y revenir, mais toujours dans les questions, les questions qui vous ont amené à l'écriture de ce livre. Est-ce qu'il y avait ce lien au réel? Parce que les deux précédents romans dont j'ai parlé, il y a toujours un lien à une histoire, à une réalité qui aurait pu être un socle du roman. C'est le tableau de Georges de la Tour, c'est l'île d'Ellis Island. Ici, il n'y en a pas, ou en tous les cas différemment. Est-ce que pour ces raisons-là, ce fut très différent à imaginer les précédents? C'est vrai que là, c'est une histoire qui est sortie vraiment, voilà, de l'imaginaire, même s'il y a des pages d'histoire qui apparaissent, même s'il y a une réalité, je dirais un décor tangible, il n'y a pas en effet ces éléments qui ont servi de support à la dernière fois. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'était un petit peu plus complexe à écrire, je ne sais pas. Et puis le fait de l'avoir situé dans ces années un petit peu d'immédiate après-guerre, c'est important pour deux raisons. D'abord parce que ce fils va partir et on ne va pas pouvoir savoir, tout du moins tout de suite, où il se trouve. Donc il est évident que si je l'avais situé aujourd'hui, c'était difficile d'être complètement crédible avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. C'était plus compliqué, ça tournait un petit peu à l'enquête, c'était pas mon objet. Et je ne voulais pas faire quelque chose, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui font le choix de disparaître de leur famille. Je ne voulais pas un petit peu ce mystère, comme les évaporer. Voilà, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais que l'absence soit là et qu'on ne puisse rien en savoir. Donc, nécessité d'avoir un ancrage dans le temps qui le permette, qui le rende crédible. Et puis l'autre chose, c'est que je suis très intéressée par ces années de guerre et d'immédiate après-guerre, parce que je trouve qu'on se situe dans une espèce de zone grise pleine d'ambiguïté. Il y a la ligne de démarcation nette de la guerre, il y a les ennemis, il y a nous, et les choses sont nettes, sont claires. Mais tout le long de cette ligne de démarcation, je trouve qu'il y a des choses très ambiguës qui se jouent. Voilà, je me suis toujours demandé pourquoi dans un même village, dans un même quartier, quelquefois dans une même famille, on allait avoir à la fois des Lacombe-Luciens et puis des Guimauquet. Voilà. Pourquoi à un moment les gens vont basculer d'un côté ou de l'autre, faire le bon choix ou le mauvais choix. Et puis on sait qu'à la fin, si c'est le bon choix ou le mauvais choix.
On sait qu'il y a l'ennemi, c'est forcément celui qui est en face. Mais si on regarde bien les choses, c'est pas forcément un monstre, porteur à titre personnel de toutes les pires idéologies. C'est quelqu'un à qui on n'a pas forcément laissé le choix, puis à qui on a mis un fusil un jour dans les mains, lui disant bah, mon gars, maintenant c'est là-bas que ça se passe. Et c'est lui ou toi. Donc il y a toutes ces ambiguïtés qui se jouent. Et puis aujourd'hui, on a tous les éléments d'information politique, sociologique, économique pour décoder tout ce qui s'est passé, pour refaire l'histoire. Mais je me dis que quand on devait se trouver dans n'importe où en France, quelle petite ville, quel petit village, où on n'avait que des informations très, très parcellaires, comment se faire une opinion, comment se faire un jugement sur ce qui se passait, sur les enjeux, sur la réalité des choses. Et au fond, il n'y avait qu'une population en souffrance, dans les privations, dans la peur, dans les enfants partis au front, dans l'absence aussi. Et puis, notre ambiguïté, c'est celle par exemple, les Alliés sont intervenus bien sûr pour nous, mais ils ont aussi fait des dizaines de milliers de morts avec les frappes aériennes, ce qu'on appelle les dommages collatéraux, l'intérieur supérieur de la nation. Donc c'est aussi quelque chose de perturbant de se dire ce sont nos alliés qui nous défendent, mais on a aussi des pertes de ceux-là. Donc je trouve qu'il y a tout un ensemble voilà, toute une zone grise autour de la guerre et de cette immédiate après-guerre qui en est très imprégnée. Et voilà, ça a aussi été une des choses qui a nourri le roman. Que vous racontez à la première personne, c'est le jeu de la mère qui s'exprime, qui va raconter. Est-ce aussi pour brouiller un peu l'écart, parce qu'évidemment elle va donner son point de vue sur cette histoire, et aussi bien pour son fils, pour la patience, pour ce qui s'est passé dans son histoire familiale sur laquelle on reviendra, mais aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette question, en tout cas quand elle s'exprime, elle parle plutôt en tant que spectatrice, en tant que femme désengagée de tout cela. Désengagée, comme des millions de Français à cette époque qui ne pouvaient que subir et essayer de comprendre ce qui pouvait se passer, mais comme je viens de dire, sans avoir tous les éléments de décodage et d'information, donc ils vivaient les choses un peu au jour le jour, dans leur vie quotidienne, de manière très, très personnelle et très viscérale. Et ce que vous dites, oui, sur le choix de la première personne, alors en fait, je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire, bon, j'ai écrit pas mal de romans qui sont à la première personne, pas tous, mais beaucoup, ça serait peut-être bien de changer un petit peu. Donc j'ai écrit le roman à la troisième personne, en me disant, voilà, ça va être une focale différente, ça renouvelle un peu, pourquoi pas, c'est intéressant. Puis à la fin du roman, je le relisais, puis je me dis, il y a un truc qui marche pas. Et du coup, je trouvais ce qui ne marchait pas, c'était qu'il fallait une voix plus incarnée. Et j'ai réécrit le roman, en fait. C'est aussi parce que c'est un roman d'intériorité. Donc il y a quelqu'un qui ne sait ce qui se passe dans sa tête. Voilà, il y a des choses que la troisième personne, le narrateur extérieur, ne peut pas savoir. Voilà. Ou alors s'il le sait, c'est forcément un peu artificiel, c'est un peu intrusif, c'est un peu ce point de vue omniscient du narrateur. Bref, ça ne marchait pas. Et du coup, je l'ai réécrit. Et voilà, quoi. J'aimerais bien que le prochain, j'ai pas ça. Parce que, mais en même temps, je me suis dit, bon, je fais un test sur un chapitre, et puis on verra bien. Et puis bah, tout de suite, j'ai vu que là, je me dis, bah ouais, voilà, là on y est. Et c'est important, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand j'ouvre un livre, c'est la première chose qui me saute aux yeux, aux oreilles, c'est qui raconte l'histoire. Et quelle est cette histoire? Parce que finalement l'histoire c'est pas celle du fils, ou moins celle du fils, que celle de cette femme qui va pendant ce temps de l'attente, va pas être un temps neutre, va être un temps dans lequel elle va revoir sa vie, elle va revoir ce qu'elle a fait, donc son nouveau mari, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est important dans le livre, le fils qui est parti, c'est le fils qu'elle a eu avec un précédent mari qui est mort, elle s'est remariée, elle a eu 2 enfants avec ce nouvel homme, sauf qu'entre le fils aîné et ce nouvel homme, ça s'est
pas bien passé, puis très mal passé. C'est l'une des raisons, on le sait assez rapidement, c'est une des raisons de la fuite. Et c'est aussi ce temps d'introspection et ce temps où elle réimagine ce qu'elle a fait. Oui, et c'est aussi une question qui me travaillait un petit peu. Bon, aujourd'hui on appelle ça, on connaît ça beaucoup d'entre nous, ce qu'on appelle les familles recomposées. Bon, à l'époque, on n'utilisait pas ce terme-là, mais c'est donc une veuve qui s'est remariée. Et je me suis interrogée sur ces familles, voilà, recomposées, comme on a pu les vivre, où on va promettre à l'autre qu'on aimera ses enfants autant que les nôtres, où l'autre nous promet qu'il aimera nos enfants autant que les siens. Et malgré cette promesse, malgré cette envie d'un amour réciproque, partagé, parce que quelquefois c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une autre histoire en jeu, parce qu'il y a des séquelles d'une histoire en jeu, parce qu'il y a des enfants qui sont blessés, qui sont à vif, parce que nous-mêmes on est aussi fragile par rapport à ça, et que tout cet amour qu'on va promettre, c'est pas toujours facile. Et voilà, c'est aussi une chose qui m'interrogeait, et là c'est vrai que le fils va partir, notamment à cause du geste du père, d'un geste de trop. Mais aussi parce qu'il a 16 ans, c'est aussi évidemment essentiel. C'est l'âge d'abord, il y a une grande différence d'âge avec les deux autres enfants. C'est l'âge aussi où on peut répondre, c'est l'âge aussi où il a eu la capacité de dire je pars. Oui, c'est vrai que je suis très interrogée, il y a un peu de questions, mais sinon je ne ferai peut-être pas. Oui, cet âge de l'adolescence, qui est en fait un âge très difficile. Enfin, moi que j'ai vécu de manière très difficile. Parce qu'en effet, c'est un âge de prise de conscience et c'est un âge de très grande fragilité, où on n'est pas encore construit, où on est vulnérable à tout, où on est très à vif et où on est capable de faire un peu n'importe quoi, dans le meilleur comme dans le pire, de prendre les décisions, les actes, de faire quelquefois la mauvaise rencontre qui va faire basculer. Donc c'est un âge qui nous trouve dans une très grande fragilité. Et ce fils, voilà, qui a 16 ans, qui se voit rejeté, il y aura même des choses beaucoup plus graves, et ben il va fuir. Sa défense, ça va être la fuite, et il va s'embarquer. Voilà, d'abord, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On sait qu'il est parti, puis après, on apprend qu'il est parti en mer, puis ensuite on sait où. Sauf que quand le bateau revient, il n'est pas là. Donc, voilà, on ne va pas dire ensuite ce qui se passe, mais il y a toujours cette absence qui est là, même quand on sait à peu près où il est. Voilà, parce que je ne voulais pas que le film... Pas encore. que le livre tourne sur la question de où il est. Voilà, ce n'était pas une enquête policière. Il fallait que l'absence soit quelque chose d'acté. Voilà. Donc assez rapidement, dans les quelques premières dizaines de pages, on a la situation. Et une fois que les choses sont actées, c'est l'attente, c'est l'absence qui s'installe. Et c'est comment on vit, en fait, quand notre grand amour, soit fils, homme, fille, quelqu'un qui nous est cher, manque, qu'on est sans nouvelles et qu'on pense qu'il va revenir. Et que tout est tendu vers le retour. Et toute la vie de cette femme, c'est une grande douleur. Et elle marche sur une ligne de faille, sur un précipice. Il faut dire où est-ce qu'elle est, parce que c'est pas pour rien que vous avez choisi cette image en couverture. Au bord de la mer. Elle est là, voilà, elle est sur un sentier au-dessus de la mer. Et elle va mener une vie presque déchirée en deux, presque schizophrène, entre la vie de mère et d'épouse, dans un milieu cossu, bourgeois, qu'elle va assurer, et puis sa vie de mère, qui la renvoie à sa vie antérieure, d'un milieu beaucoup plus modeste, et dans sa tête, ça va être un aller-retour permanent entre ces deux vies, et tout ce qui va arriver à la tenir debout, c'est d'imaginer la fête, le festin, le repas du retour qu'elle va préparer pour son fils. Parce que voilà, il faut dire effectivement, vos chapitres sont ponctués parfois de lettres qu'elle écrit, alors qu'elle s'écrit peut-être à elle-même, mais dans lesquelles effectivement elle promet la joie et elle promet de bien manger, de bien boire à son fils. Voilà, donc elle va écrire des lettres à son fils, elle va confier à la compagnie maritime sans savoir si elles arriveront. Et dans chacune de ces lettres, elle va lui raconter l'attente du fils prodigue, un petit peu.
ce projet qu'elle a de faire une fête assez démesurée, de faire un vrai festin, elle va lui raconter tout ce qu'elle va préparer dans cette fête. Donc c'est un peu le... Comment dire, il y a un film, alors du coup c'est un film qui est un de mes... dans mon top 10, on va dire, c'est le Festin de Babette, qui pour moi est vraiment l'acte et le film de la générosité la plus entière, la plus totale, du don total. Et là, c'est un petit peu le festin d'Anne, voilà, qui va mettre le meilleur de ce qu'elle est, le meilleur de ce qu'elle peut faire pour offrir ce repas qui sera aussi le repas du grand pardon. Parce qu'on sait bien que c'est à table, beaucoup, c'est quand on partage les choses que les choses se disent, quelquefois, se dénouent, se résolvent. Donc ce qui la tient, c'est d'imaginer cette fête et voilà, c'est un peu ce repas du grand pardon. Ouais, pour se rassurer. Imaginer ça, c'est imaginer qu'ils reviennent. Bien sûr, parce qu'elle ne peut pas imaginer qu'il ne va pas revenir. Alors vous avez dit le grand mot de ce livre, finalement, c'est le mot pardon, parce que c'était ma question suivante, mais vous l'avez en partie devancé, Gaëja, c'est savoir si vous avez finalement écrit un roman de la culpabilité, parce que cette mère, en se remémorant ce qu'elle a fait, finalement a vu la situation se tendre entre son fils et son mari, et n'a pas forcément, au moment où il le fallait, agi pour éviter l'inévitable. Et oui, c'est toujours la question de savoir, est-ce qu'on a été assez vigilant, est-ce qu'on a été assez attentif, est-ce qu'on a assez compris les choses, est-ce qu'on a su décoder ce qui était en train de se jouer, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose. Ça, c'est toujours des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas toujours la réponse, sauf quand le drame se produit. Mais pour moi, c'est pas un livre de la culpabilité. C'est plutôt un livre du don absolu, qui est le fait d'être mère. Quand même, moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas énormément agi pour faire que cette situation se passe bien. Quand Louis s'est senti devenir de trop, s'est senti devenir un étranger dans son nouveau foyer, sa nouvelle maison, c'est comme si elle l'avait laissé faire. Oui, et qu'ensuite elle emportait évidemment le poids. Bien sûr, il y a un aveuglement indiscutable. Comme quelquefois, voilà, on vit les choses au jour le jour, on a peut-être tendance à les minimiser, à penser que les choses vont s'arranger, à ne pas quelquefois comprendre exactement ce qui se joue parce qu'on est tendu, parce qu'il y a 2 autres enfants à s'occuper, il y a une vie de famille, et se dire, voilà, il y a un maillon faible que je n'ai pas vu, et c'est là que ça a cédé. C'est aussi un roman dans lequel elle repense sa place, ce qu'elle est par rapport à son nouveau mari Étienne. Alors, vous l'écrivez aussi, c'est un petit village et dans lequel on est aussi par son statut. Donc elle a été veuve et finalement ce nouveau mari l'a sauvée, ou l'a fait changer en tous les cas de statut. Donc l'a sauvée, mais elle le dit à un moment aussi, Étienne l'a sauvée et l'a détruite. Oui, c'est toujours les questions aussi qui se pose quelquefois de cette différence soit de milieu social, soit de milieu, comment dire, intellectuel, de centre d'intérêt ou de référence qu'il peut y avoir dans un couple, qui fait qu'à un moment il y a une incommunicabilité parce qu'on ne parle pas des mêmes choses, parce qu'on n'a pas les mêmes références, parce qu'on n'a pas la même éducation, parce qu'on a des focales complètement différentes pour voir les choses, et que malgré tout l'amour qu'on peut se porter, il y a des choses qu'on ne peut pas partager parce qu'on ne les voit pas, on ne les ressent pas de la même manière. Ouais. Est-ce que c'est aussi ce roman une quête du bonheur? Alors c'est contradictoire évidemment avec la présente question que je vais poser sur le roman de la culpabilité, mais est-ce que dans la manière dont cette femme se remémore son passé, est-ce qu'elle ne recherche pas les moments où elle a été heureuse dans ses différentes vies? Toujours à la lumière de ce qui nous a construit en fait. Hein. Donc il y a cette envie de retrouver une harmonie, de retrouver la présence de tous et que tout le monde puisse vivre en harmonie, en bonne intelligence. Donc oui, je pense qu'il y a certainement cette nostalgie d'un monde, d'un univers familial parfait qu'elle n'a pas réussi à construire, peut-être pas toute seule à ne pas pouvoir le faire, et qu'elle va essayer qu'elle voudrait réparer, sûrement.
Et en même temps, elle se rend compte de tout ce dont elle a échappé. Ça rejoint un peu tout ce que l'on dit. Elle n'a pas eu le statut de veuve parce qu'elle s'est remariée. Elle a vu les femmes être tondues à la libération, mais de loin. C'est aussi peut-être cela qui ranime un peu sa vie, ranime un peu son bonheur. Je sais pas, c'est pas une question facile parce que j'ai pas l'impression que globalement mes personnages dans mes bouquins s'assoient après le bonheur qu'ils courent. Ou alors c'est compliqué. Je pense que c'est plutôt à... c'est difficile, ce que vous me faites dire. Plutôt essayer d'arriver à une sorte de plénitude, de se dire qu'on a fait ce qui devait être fait au moment où ça a été fait. C'est peut-être moins fort que le bonheur, mais une espèce voilà, de justesse des choses par rapport à soi, plus que d'une quête du bonheur. Ce roman, donc, vous l'avez écrit à la première personne, et c'est peut-être pas pour rien que vous avez fait un lapsus tout à l'heure en disant le film et non le livre, parce que très souvent, quand elle se remémore un moment de son passé, ça commence par une image, et d'ailleurs vous utilisez abondamment ce mot d'image. Pourquoi cela vous a été aussi important pour écrire ce roman ? D'abord, je dirais qu'avant d'écrire, on en parlait tout à l'heure dans le métro avec Virginie, il y a toute une phase, je dirais, invisible, qui est une phase de construction mentale et une phase qui s'approche un peu du déroulement d'un film mental, quelquefois qui se construit de manière inconsciente, et où je visualise un petit peu mon film, les scènes, l'avancée, les événements. Et ce n'est que quand le film est suffisamment avancé, élaboré, construit, que je peux me mettre à écrire. Voilà. Je n'écris qu'à partir du moment où j'ai quelque chose à écrire. Il y a des auteurs, j'en connais un certain nombre, qui ont besoin, eux, de se mettre physiquement devant un cahier, un carnet, un ordinateur, pour avoir ce contact physique avec l'objet d'écriture et de se dire « maintenant j'écris ». Pour moi, c'est pas ça qui est déclencheur. C'est le moment où les choses sont suffisamment mentalement nettes que ça va venir se glisser sur la page. Est-ce que l'image aussi, c'est pas ce qui arrive aussi à cette femme qui a essayé de chasser des images pour en faire advenir d'autres, et notamment dans ce que vous écrivez là, ça rejoint le dernier gardien d'Ellis Island, c'est faire des choses avec ses mains, en tout cas faire des choses pour ne plus avoir à penser, donc trouver d'autres images qui vont chasser les mauvaises images. Oui, sûrement, et puis dans toutes ces images, il y a ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire il y a une part d'imaginaire, de personnages fictifs, mais ça ne peut fonctionner pour moi que si c'est nourri par des choses personnelles. Parce que sinon, on écrit une histoire, on raconte une histoire, et ça reste toujours un petit peu artificiel. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'être uniquement une raconteuse d'histoire. J'essaie, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie de faire en sorte que tous mes personnages soient nourris de choses personnelles, familiales, intimes, qui vont irriguer toutes les pages, même si pour le lecteur, ce n'est pas forcément lisible ou visible. Je pense que c'est pas ça l'important. Mais je crois que c'est ça qui parvient à donner au texte sa sincérité, sa vibration. Et là, j'avais aussi beaucoup de pans d'histoire familiale qui sont intervenus, d'histoires personnelles, d'histoires aussi de mes parents, de mes grands-parents, tout ce qui était lié à la guerre, tous ces questionnements. Donc c'est cette espèce de tissage d'images qui finalement va permettre de créer ce portrait de femme. D'où aussi l'importance que vous accordez au banal, à l'ordinaire, au quotidien, parce que c'est ça aussi dans les gestes qu'elle veut faire pour lutter ou éloigner son angoisse, c'est juste faire des choses simples, mais faire quelque chose. Mais oui, de toute façon, notre vie n'est pas tissée que de choses extraordinaires, exceptionnelles. Mettre ça en roman, ça peut être périlleux. Tous les jours. Elle est faite de ce qu'on vit. Et la vie, c'est tous les jours. C'est pas uniquement les grands jours de la vie. Et justement, c'est d'essayer d'arriver à trouver du sens, à trouver de la justesse, à trouver de l'équilibre dans ces petits riens de tous les jours qui nous construisent et qui nous définissent aussi par rapport à ce qu'on donne aux autres, par rapport à
à ce qu'on est. Et c'est par toutes ces petites touches que le portrait voilà, se construit. Et en fait, j'aime bien ce terme de portrait, parce que j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais que dans finalement pas mal de mes livres, il y a des personnages qui sont un petit peu comme ça, mis en avant, un peu sous forme de portrait. Et j'y avais pas du tout réfléchi avant. Et je m'aperçois que, par exemple, en peinture, en photo, je suis extrêmement attirée par le portrait, qui pour moi est le grand art. Voilà. Parce que je trouve qu'arriver à approcher voilà, tout près du grain de peau, des traits, de toute l'émotion qui passe sous la peau, sous les expressions, sous les regards, sous les sourires, sous les modifications de couleur de la peau, des expressions. Je trouve qu'arriver à essayer de comprendre, à appréhender une vie avec tout son parcours, tout son destin, toute son histoire, voilà, essayer d'approcher ce mystère, parce que de toute façon, l'autre restera toujours un mystère. Et voilà, d'essayer de comprendre, de l'approcher, voilà, que ce soit en peinture, en photo, pour moi, c'est quand même le grand art, voilà, d'arriver à dire l'autre. Dans quel état d'esprit ce roman, donc même après l'avoir réécrit pour le faire passer à la première personne, tant cette femme souffre, est en douleur et tant de l'angoisse. Oui, et en même temps, j'ai pas eu l'impression d'écrire une histoire triste, parce que je trouve que c'est facile, entre guillemets, d'écrire quelque chose de pathos, de mélo, de triste. Et j'aime pas laisser ni mes personnages, ni les lecteurs en vrac dans une histoire. J'aime bien que le livre arrive à réparer quelque chose, à la fois chez les personnages, peut-être chez les lecteurs, ça je ne peux pas avancer, chez moi peut-être aussi. Et voilà, et que malgré tout le poids avec lequel on ne peut pas toujours grand-chose, il y ait cette réparation possible. Merci pour cette première partie de rencontre. Je vous propose de poursuivre avec vos questions, si vous en avez. Qui souhaite débuter? Oui, Madame Ouf. Vous venez de parler du portrait et je repensais à ce moment-là lorsque Anne arrive dans la maison d'Étienne. D'habitude, vous savez, quand on arrive chez quelqu'un, on va tout changer. Elle ne change rien, mais elle veut enlever tous les portraits. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez... Oui, c'est vrai, quand Anne va se remarier, qu'elle va changer donc de statut social, elle va épouser un notable, elle va arriver dans cette grande maison très riche, très cossue, alors qu'elle a toujours connu la petite maison au bord du sentier douanier. Elle va toujours s'y sentir comme une invitée. Et elle ne va rien changer. La seule chose qui en effet va lui peser, ce sont tous les portraits d'ancêtres, parce qu'elle trouve que ce sont des regards qui l'empêchent de vivre, et qui peut-être aussi empêchent de vivre son mari en étant un poids trop fort. Et c'est vrai que moi je trouve ça très, très perturbant de vivre avec des portraits, des photos. Je trouve ça... Ça n'empêche pas d'avoir les choses en tête, mais je trouve que le face-à-face avec l'objet, le portrait, est quelquefois d'une telle intensité que ça peut être quelquefois réconfortant, mais quelquefois oppressant. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, pour arriver à aller vers l'avenir, elle enlève toutes ces personnes qui la regardent et qui ne la connaissent pas au fond. Voilà. Une autre question? Oui, je voulais savoir, bonjour, vos livres sont totalement différents les uns des autres. J'aimerais savoir s'il y a un déclic, c'est quelque chose, pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre, les voyages, enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'on est dans un univers un petit peu différent des autres. J'ai du mal à l'expliquer, parce que un des grands mystères pour moi de l'écriture, vraiment, le grand mystère, c'est en effet pourquoi ce sujet-là, qui va à un moment débarquer, prendre ses marques, s'installer, se construire, faire son film, et puis demander à être écrit. Ça, pour moi, c'est quand même le grand mystère de l'écriture. Alors, après, on peut se dire, oui, voilà, il y a eu telle rencontre, il y a eu telle chose, il y a tel sujet, il y a tel événement.
mais à un moment, il y a quelque chose qui surgit. Et j'aime bien, c'est Pierre Michon qui a écrit un livre d'entretien sur l'écriture et qui s'appelle le livre Le roi vient quand il veut. Voilà. Inspiration bien quand elle veut. Il y a Laurent Godet aussi, alors lui qui parle dans un registre un petit peu plus mystique de la visitation de l'ange. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, je vous laisse ça à vos convictions. Michael Jackson disait que c'était Dieu qui lui parlait directement. Carrément. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange. Et que quand le livre, j'ai fini de l'écrire, quelquefois je me dis, mais ça sort tout ça. Alors, il y a des choses que j'explique, parce qu'il y a des choses personnelles, il y a des choses familiales, il y a des obsessions depuis longtemps. Mais il y a un moment, ces personnages qui surgissent, qui se construisent de manière un peu... Il y a une grande part d'inconscient, vraiment, une grande part d'inconscient, et qui finit par faire émerger un monde. Mais en même temps, c'est aussi tout le bonheur d'écrire. C'est d'être aussi surpris par ce qu'on va écrire, par voir où est-ce qu'on va être emmené, mais ça reste quelque chose de curieux. Voilà. Alors, il y a des auteurs, par contre, qui écrivent toujours la même histoire. Et ça aussi, je trouve ça fascinant. Je pense, par exemple, il y a Lionel Duroy, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui peut-être écrit une douzaine de livres, qui sont tous sur son histoire familiale, voilà, remoulinée, remalaxée, revisitée, contournée, détournée de sa propre histoire familiale. C'est-à-dire le sillon unique, voilà, ou la même région. Voilà, je pense à Marie-Hélène Lafont. Voilà, je vais faire une rencontre avec elle, tiens d'ailleurs, la semaine prochaine. Bonne idée. Ouais, c'est la deuxième fois, ouais, elle est géniale. Et elle aussi, elle écrit sur le quotidien, sur l'ordinaire. Voilà, qui écrit sur le quotidien, sur les vies simples et sur un territoire. Voilà. C'est... Bravo. Une autre question? Est-ce que votre festin préparé, prévu, je ne vais pas le déranger maintenant, est-ce qu'on pourrait penser au fils prodigue? Est-ce que c'est pas un peu biblique? Oui, vous avez raison. Moi, il y a deux sources de grandes histoires qui m'interpellent, qui me fascinent, qui me passionnent. C'est la Bible et la mythologie, parce que ça, au-delà d'une dimension croire, pas croire, parce qu'on est, voilà, c'est autre chose, c'est plus intime. Mais toutes ces grandes histoires fondatrices des grands mythes de l'humanité. Et les grands mythes, qu'est-ce que c'est? Sinon, tout ce qui, depuis l'éternité, fait battre le cœur des femmes et des hommes. Toutes les grandes histoires, toutes les grandes émotions sont dans la Bible, dans l'Antiquité, dans tous ces mythes. Et c'est vrai que j'avais en tête cette idée du retour du fils prodigue. Voilà, et on va tuer le veau gras pour le fils prodigue. Voilà. Oui, c'était quelque part en filigrane. Voilà, ben merci à vous. Merci à vous. Merci à vous et donc profitez de l'auteur pour la séance de dédicace.